Eh bien salut tout le monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc du Xenopeltis unicolore. Je vous avais fait une vidéo il y a peut-être 2 à 3 semaines de cela à propos de mon nouveau serpent, donc un Xenopeltis unicolore. Donc je l'avais présenté rapidement qui était en rack au début, donc un bac de quarantaine. Après je vous ai fait une petite manipulation pour vous la montrer. Mon Exoterra, donc un terrarium en verre pour elle, avec une bonne épaisseur de substrat et qui s'y plaît très bien, et qui mange très bien et qui va très bien. Je vous la présentais et je vous avais dit qu'on ferait une fiche d'élevage un petit peu entre guillemets pour en parler un peu plus de cette espèce. Alors, j'avais mis dans le titre de la vidéo serpent rare ou peu commun, je sais plus, un truc du style. Selon moi, oui, c'est pas des espèces qu'on entend parler non plus H24, hein, contrairement à la Pantherophis, contrairement du Rhésus, contrairement à l'Orthrophis, et j'en passe, ou du Pogoda, ou du Varan des savanes, et peu importe. Et puis voilà, on va pas polémiquer dessus, mais ça avait fait entre guillemets polémique, comme quoi que c'est pas non plus un serpent hyper rare. Alors, certes, c'est pas un serpent hyper rare parce qu'il est quand même connu, mais on entend peu parler, du moins peu de personnes le présentent. Alors, j'avais mis ça dans le titre, c'était pas pour faire donc du buzz ou pas pour faire venir plein de gens. Oh, regarde ce qu'il a. Non, à ma connaissance, du moins selon moi, c'est pas des serpents non plus qu'on verrait tout le temps. Voilà, c'est dommage parce que c'est des serpents qui sont quand même super cool, super fascinants. Comme au niveau d'autres serpents que j'ai chez moi, mais enfin bon, passons. Alors, le Xenopeltis unicolore est un serpent vivant donc dans les biotopes, donc dans les biotopes, tout ce qui est prairies, et tout ce qui est les zones cultivées, qu'on la retrouve de la Chine jusqu'à l'Indonésie. Donc ça lui donne quand même un espace quand même assez grand et vaste, qu'on peut la retrouver dans différents mœurs, donc qui est quand même assez polyvalent. On va souvent la trouver au niveau des rizières, des rivières, et c'est une espèce qui va être fouisseuse. Donc généralement très enterrée. Vous allez jamais voir un Xenopeltis en l'air ou au-dessus du substrat, c'est vraiment très rare. Le Xenopeltis, généralement, vous allez voir un petit bout de la tête, vraiment un tout petit bout. Vous allez voir deux petites narines, c'est super dur à les trouver. Parce que quand les proies vont passer, donc ça mange des amphibiens, des lézards et des rongeurs, dès que ça passe, hop, ça chope et ça fait la constriction. Ça fait pareil comme pour les boas des sables. C'est à peu près le même mode de fonctionnement. Au niveau du Xenopeltis unicolore, c'est quand même une tête quand même assez particulière, parce qu'elle a quand même une tête assez aplatie, assez ronde, et c'est ce qui lui permet aussi de créer donc des terriers et de s'enfuir dans le sol. Et là je vais vous la sortir juste après, vous allez voir que c'est assez aplati, c'est assez rond, et c'est ça aussi qui est assez beau au niveau de cette espèce là, ça change des autres formes de tête, des autres formes crâniennes qu'on pourrait retrouver au niveau donc, des serpents. C'est comme au niveau du Ramphiophis, ils ont une différente forme de tête pour pouvoir permettre certains modes de vie. Les reflets multicolores sur sa police proviennent de nombreuses cellules iridophores qui la composent. Vous allez voir, il y a plein de reflets qui est assez impressionnant. Donc tout ce qui est arc-en-ciel, même au niveau des lumières LED, au niveau du... il n'y a même pas besoin de lumière LED d'ailleurs, je ne l'en mets pas. Et elle a vraiment plein de reflets, et au niveau de la texture de l'écaillure est complètement folle parce que ça fait... tout lisse, et vraiment ça fait une sensation comme si vous prenez réellement un poisson, alors pas un poisson visqueux non plus, mais Trop boueux et visqueux. Visqueux? Boueux? Ici. c'est complètement autre chose, parce que chez les serpents il y a plein d'écaillures complètement différentes. Par exemple je vais penser au Pitiophis qui a une écaillure un peu plus rocailleuse, qui émet plutôt des serpents venimeux. Il y a les Pantherophis qui ont un peu plus une texture différente. Le Rhésus est un peu plus lisse. Il y a différents types de textures au niveau de la peau, au niveau des serpents. Et le Xenopeltis, c'est vrai que c'est complètement encore différent. C'est tout lisse. Ça fait un aspect comme si vous touchiez un poisson en fait. C'est vraiment... je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment fascinant de voir ça. Alors les petits, ce qu'il faut savoir au niveau des Xenopeltis unicolores, c'est que au départ, ils ont un collier blanc. Une fois adultes, ils commencent à le perdre et ils ne l'ont plus. Mais ça, quand vous voyez des Xenopeltis unicolores juvéniles, ils ont un collier blanc. Alors, les adultes,
sont pas très grands, que ce soit femelle ou mâle, ils atteignent généralement pas plus d'1 mètre. Donc on va compter entre du 80 cm et du 1 mètre. C'est pas des grands serpents non plus. Je vais les classer plutôt dans des petits serpents et non pas des serpents moyens. C'est des serpents par contre qui sont énormément craintifs, qui sont très peureux, par contre ils ont besoin de calme. Comme les autres serpents, c'est pareil, mais ils sont vraiment très craintifs, ils vont plutôt essayer de fuir, voilà, c'est pas des serpents qui sont, ils vont aller vers vous, c'est pas des serpents qui vont être très curieux, mais c'est plutôt des serpents très craintifs et très peureux à retenir en plus. Je dirais plutôt à des débutants qui aimeraient avoir ça en premier serpent. Après on peut, tout dépend du débutant, mais des serpents qui faut quand même avoir à... C'est pas un serpent qu'on aimerait manipuler tout le temps, si vous voulez. Un serpent qu'on aimerait manipuler. Déjà, ça se manipule pas tout le temps non plus, les serpents en termes général, mais c'est plutôt de l'observation, du comprendre aussi le fonctionnement, comprendre aussi son mode de vie, comprendre aussi ses techniques de chasse, comprendre comment ça vit. Voilà. Au niveau de l'espèce, ça sera plutôt privilégié de nourrir hors terra, parce qu'avec le substrat, donc ça va avoir des occlusions intestinales, donc c'est pas le but non plus. Donnez-lui entre 10 et 15 cm de substrat largement, parce que c'est vraiment fouisseur, donc ça va vraiment s'enterrer. Humidifier régulièrement, je ne vous dis pas de détremper, je ne vous dis pas d'humidifier tous les jours, sinon risque de pneumonie, de problèmes de bactéries, et c'est pas bon du tout. On sait que les serpents sont très fragiles au niveau dessus. J'humidifie moi tous les 3 à 4 jours à peu près, que j'ai une hygrométrie, je vais pas dire élevée à 90%, mais du moins une bonne hygrométrie, et ça se passe plutôt bien parce qu'elle en aura besoin pour faire des bonnes mues. Vu qu'ils vivent dans des endroits quand même assez humides, donc dans les pays où ils sont, en ont besoin. C'est comme les couleuvres asiatiques, c'est pareil. Si vous humidifiez moins, il y aura quand même des problèmes de mue. Moi, on a fait une mue chez moi, j'avais bien humidifié, mais on a fait une mue parfaite. Voilà, il n'y avait pas de problème. Mais il faut humidifier quand même parce qu'elle vit dans des milieux assez humides. Point chaud, je vous conseillerais, ça supporte pas les fortes chaleurs, donc du 29 degrés à 28 degrés au maximum. Après, dans le reste du terrarium, 24, 23 est largement suffisant. Moi, en sachant que dans ma pièce, il fait globalement entre 25 et 26 degrés. Ça pourrait lui convenir largement. Encore là, on n'est plus dans les fortes chaleurs. Mais je sais que quand on est dans les fortes chaleurs, je coupe les chauffages parce que ça sert à rien si j'atteins des 30, 31, c'est horrible. Voilà, 60 cm au minimum de long par 60 de large, on pourrait même 50. Mais je pense plutôt pour elle, là, elle va rester peut-être encore 1 mois à 2 mois dedans, mais je pense que je vais lui donner du 80 cm, voire du 1 mètre, parce qu'elle se déplace énormément. C'est pour ça que, comme je dis, il faut voir en fonction de vos animaux que vous avez et de s'adapter. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste dedans dans l'espèce, mais par contre, vous la verrez jamais. Voilà. C'est une espèce aussi qui est nocturne, donc qui vit la nuit, qui va chasser la nuit. Alors pourquoi il y a beaucoup d'espèces nocturnes? Parce que ils se sont aperçus, entre guillemets, que les rongeurs vivent la nuit. Globalement, c'est comme les rhingus, ils vivent la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que les rongeurs vivent la nuit, donc ils peuvent chasser la nuit. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent la nuit au lieu de la journée. Voilà, donc je vais vous la sortir. Donc on va faire une manipulation. Donc on va se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. Voilà. Donc elle vit dans un terra, donc un exoterra de 60 de large par 60 de profondeur et je crois, ouais, 60 de hauteur à peu près. Donc voilà, elle la sortir. Et puis voilà. Voilà mon fameux Xenolpetis unicolore. Voilà. Donc c'est une femelle, donc d'importation. Vous pouvez voir au niveau de sa forme de sa tête, qui est quand même assez ronde au niveau là, et assez très aplatie pour permettre de s'enfuir au niveau donc du sol. Voilà, c'est une espèce que ça va être resté globalement énormément enterré. Et au fur et à mesure donc du crépuscule, donc au niveau du coucher du soleil, va commencer un petit peu à sortir sa tête, et vraiment la nuit il va commencer à s'activer, à bouger. Vous pouvez voir que c'est quand même pas assez petit non plus niveau gabarit
pouvez voir certains reflets. Et c'est ça que j'aime chez les Xenopeltis. Et ceux que je vous parlais, alors là, elle me serre à fond la caisse. Au niveau des petits, ils ont un collier au niveau d'ici. Voilà. Et généralement, au niveau de la main, ce qui est assez rigolo, va essayer de creuser dans les trous en pensant qu'elle va pouvoir s'enfuir. Voilà. Je voulais vraiment vous montrer donc cette espèce-là. Ça faisait au moins 3 ans, plus de 3 ans que j'en cherchais une. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en trouver une donc à la ferme tropicale. Donc je l'avais réservée. Et c'est vrai que c'est super intéressant. On va voir en fonction du temps. Là, pour l'instant, j'ai une femelle. Peut-être un jour, j'aurai peut-être un couple. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça intéressant d'en avoir. Je sais qu'il en existe aussi du nez en captivité, mais que quand même beaucoup plus dur à trouver et quand même pas assez régulier d'en trouver. C'est beaucoup d'importation. Comme je le dis dans mes vidéos, voilà, moi au moins je l'assume, j'ai noté de le dire que c'est de l'importation, parce que je pourrais très bien le faire passer. Voilà, c'est du nez en captivité, alors que c'est faux. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois.